vous accueillir encore pour une nouvelle saison de Répète pas ça. On est super contents. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Et on a notre premier invité de la nouveau segment. En fait, je m'étais quand même pas mal ennuyé. Pas mal ennuyé toi aussi, Chuck. Aussi. Bon. Ça roule. C'est bon. Très content de te rencontrer, mon cher. Ben moi aussi. En fait, tu connais un petit peu le concept du podcast, ou plus ou moins? Oui, je connais à peu près c'est quoi un podcast. Je savais pas c'était quoi avant cet été, parce que moi, je disais balado, mais là, quand j'ai su que podcast, ça voulait dire balado, j'ai dit, OK, là, je peux faire un lien. C'est ça, puis, tu sais, le concept, dans le fond, c'est que on invite des invités qu'on sent qu'on peut connecter sur des sujets qui nous touchent particulièrement. Évidemment, t'es connu pour certaines causes auxquelles t'es affilié, que tu défends et tout ça. Puis moi, avec ma job, puis ce que je fais dans le développement humain, il y a des affaires auxquelles moi aussi je suis sensible. Puis c'est sûr que le bonheur, le développement de l'estime de soi, le développement relationnel, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Puis c'est pour ça que on s'est dit oui, ça pourrait être vraiment une belle discussion, parce que certains thèmes que j'aimerais aborder avec toi, je pensais à toi, puis je savais que tu t'en venais, puis je me suis dit tiens, je serais curieux de t'entendre sur certains thèmes. Et je sais pas si tu les aurais abordés de cette façon-là. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais développer avec toi, si tu permets. Ben oui, vas-y. Mais j'aimerais ça savoir un petit peu plus t'es qui, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Je suis qui? J'aimerais ça savoir un peu ton background. D'où ce que je viens, mon background. Ouais. À partir de quel âge? Ce que tu veux. Ben, d'où tu viens, où tu es. Je suis venu au monde à Montréal. Okay. J'étais dans une famille de Flower Power. Donc, c'était la Révolution tranquille. Moi, je suis venu au monde en plein quart de la Révolution tranquille. Okay. Donc, la société québécoise éclatait et mes parents faisaient partie de ce mouvement-là. Moi, je me rappelle d'avoir été manifesté avec ma mère à l'Assemblée nationale quand j'étais jeune. Et mes parents étaient très, très, très militants, indépendantistes. Okay. Et dans la foulée de ce mouvement-là est arrivé un peu le retour aux sources des années 70. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais dans les années 70, tout le monde cultivait son pot à maison. Puis là, tout d'un coup, tout le monde disait faut retourner aux sources, faut retourner sur les fermes. Alors, mes parents ont été dans cette mouvance-là. Ouais. On a quitté la ville. On était s'installer à la campagne, dans le Rancis de Tinwick. Et mon père, écoute, avait aucune compétence pour gérer une ferme. Okay. Et d'ailleurs, je me dis tout le temps, un jour, je vais écrire un livre là-dessus. Sur quoi? Sur notre arrivée à la campagne et tout ce qui s'est passé à la campagne. Ça va être un livre exceptionnel. Drôle, j'imagine? Ah oui, très drôle. Okay. Plein de rebondissements, parce que tout ce que on pouvait pas faire, mon père, essentiellement, le faisait. Mais mon père, c'est un grand rêveur. Ma mère suivait. Okay. Et ça m'a permis aussi de pouvoir faire ce que je voulais avec mon père. Mon père, il n'y avait jamais de limite. Mon père me disait toujours, toi, je te vois premier ministre, je te vois... Il nous voyait toujours très, très loin, plus grand que nature même. Puis si je voulais faire quelque chose, il m'empêchait jamais de le faire. Quand tu dis il nous voyait, toi pis tes frères, toi pis tes sœurs? Oui, tout le monde. Okay. Tu veux accomplir quelque chose, vas-y. Okay. Tu veux faire... comme moi, je voulais être artiste. Ouais. Je voulais être comédien. Puis là, tout de suite, il a dit, j'ai toujours voulu être un artiste dans la famille. Là, il me faisait prendre des cours de guitare, des cours de théâtre, des cours de danse... il y avait rien d'impossible. Tu sais, moi, quand j'étais jeune à Montréal, j'avais des cours de ballet, là. Tu sais, quand même des années 70. Il y avait pas j'étais tout seul de ma gang, là, de petits gars, là. Ouais. Puis, parce que c'est des affaires qui m'attiraient. Moi, j'allais voir l'Orchestre symphonique de Montréal quand j'étais jeune et je capotais. J'aimais ça. Donc, quand je suis arrivé à la campagne, ben là, ça a été un moment de ma vie qui était plus difficile parce que là, tout d'un coup, j'avais l'air d'un extraterrestre. Ça allait en ville, là, parce que j'étais à l'école Nouvelle-Caire, dans une école alternative à Outremont, où l'enfant se développait par lui-même. Ça, c'était où ma mère, elle enseignait là. Tu comprends-tu? C'était vraiment dans la mouvance des années 70. Et là, quand je suis arrivé là, ben là, j'avais l'impression de profiter dans l'équipe. Et je me l'ai fait, on me fait intimider pendant plusieurs années. En campagne, ça, c'est ça? Oui, à la campagne. Okay. Puis, j'en veux pas au passé, mais ça a fait que, essentiellement, j'ai eu des problèmes d'anxiété à l'adolescence qui n'ont pas été diagnostiqués parce que, à mon époque, on parlait pas de santé mentale chez les enfants, on parlait pas d'anxiété chez l'enfant, de dépression chez les enfants, là. Ça a commencé, je te dirais, dans les années 80 où on a commencé à parler vraiment de ça. Puis donc, quand tu vivais des émotions, c'était très banalisé, là, c'était physique. Moi, vu que c'était l'adolescence, c'était les hormones d'adolescence qui faisaient que...
Il banalisait ça. Ouais. Fait que, tu sais, je me réveillais la nuit, je tremblais, je vomissais. OK, sévère. 2-3 fois par semaine. Là. Oui. OK. Ouais. À quel âge, là, on est dans 10 Ça, ans? je te dirais secondaire 1, 2, 3. Là. Ça a été les pires années de ma vie. Là. 10 à 15. Ouais, c'est ça. Puis après ça, moi, le théâtre m'a beaucoup aidé. Ça m'a même sauvé sur l'école secondaire. C'est comme ça que je suis devenu un peu la vedette de l'école en terminant mon secondaire 5. Et puis, ma maladie d'anxiété à l'âge de 27 ans est revenue vraiment à la surface. Parce que moi, j'ai toujours dit, si on avait pris le temps de guérir ce problème-là très jeune, c'est devenu vraiment une pathologie. Là. À 27 ans, c'était une maladie d'anxiété. Ça m'a pris 5 ans de psychanalyse, médication à l'époque. Donc, ça a été très lourd, très long à guérir. Puis... si tu me permets, juste quelques questions. Quand tu dis, là, t'as eu un diagnostic. Ouais. OK. C'était quoi le diagnostic? Oh, ça a changé souvent parce que moi, on comprenait pas trop de quoi. Il me disait que je faisais des crises de panique. Mais moi, je faisais pas de crises d'hyperventilation. Je faisais pas ça arrivait pas dans des circonstances X. C'était beaucoup plus un stress post-traumatique à mon avis, puis ça se manifestait surtout la nuit. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu ma première crise d'anxiété, je me suis réveillé la nuit complètement traumatisé, là. Je suis tombé sans connaissance. Okay. Donc, j'ai eu plusieurs diagnostics jusqu'à temps qu'on dise un trouble d'anxiété généralisé. Mais tu sais, trouble d'anxiété généralisé, là, c'est très... c'est tout série en même temps. C'est tout série en même temps. Et à un moment donné, ben, à force de regarder de l'extérieur, parce qu'au départ, ils m'ont envoyé dans les thérapies cognitivo-comportementales, qui n'a pas très bien fonctionné avec moi. Ça veut pas dire que j'ai pas pris des trucs là-dedans qui m'aident, mais moi, mon corps se mettait en état de peur, sans avoir d'objet de peur. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Donc, la première année, on a cherché de quoi j'avais peur en thérapie cognitivo-comportementale, jusqu'à temps qu'on réalise que j'avais pas d'objet de peur. Moi, mon corps se mettait en état de peur. OK, sans aucun avertissement, sans aucun rien. Là. Ils n'ont jamais rien trouvé. Écoute, des fois, il y avait des déclencheurs, des fois, il n'y en avait pas. Tu sais, moi, il y a eu une période où je pouvais plus prendre de café, je pouvais plus prendre de vin. Juste prendre du vin, ça me déclenchait. Puis aujourd'hui, je suis capable. J'ai été 1 an sans prendre d'alcool du tout à cause de ça. C'est sûr qu'il y a des facteurs biologiques là-dedans, c'est clair. Mais ce que je comprends, c'est comme resté un petit peu flou. C'était quoi l'anxiété? La première année, ça a été très, très flou. OK. Là, ça m'a amené en dépression. Hein? À quel âge, ça? J'avais 27 ans. Ah, c'est à 27 ans que là, vous avez rentré plus en diagnostic. Le diagnostic n'est pas rentré quand t'étais ado puis tout ça. Non, c'est au moment de ma vie où tout allait bien. J'étais en amour, je venais de m'acheter une maison, ma carrière allait bien. Bang, tout est remonté. Puis moi, je me suis dit, ben oui, c'est comme si je m'étais battu. Ouais. Là, tout à coup, j'arrivais puis tout était correct. Ouais. Puis là, c'est comme si là, mon corps disait, ben là, c'est le temps de guérir. C'est le temps de te soigner. Okay. Au moment je l'interprète comme mieux. ça. C'est sûr qu'il y a eu des déclencheurs, tu sais, en psychanalyse. Après ça, j'ai vu qu'il y avait des déclencheurs en amont parce qu'on avait fait une tournée théâtre, puis on arrêtait dans des écoles, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des trucs. Tu sais, qu'est-ce que j'ai? Je dois être fatigué. Mais moi, je pense que un peu comme Freud disait, là, lui, quand il allait sur la tombe de son père, il tombait sans connaissance. Là. Un peu comme à ce moment-là, j'ai l'impression que mon cerveau a reconnu des lieux, puis ça a ranimé des traumatismes. OK. Mais moi, la psychanalyse m'a beaucoup aidé. Je conseille pas ça à tout le monde, par exemple, parce que c'est... Comment ça? Ben, c'est une thérapie qui est lourde, c'est une thérapie qui est très intellectuelle, c'est une thérapie où tu es très livré à toi-même. C'est pas tout le monde qui peut... tu sais, il y en a qui ont besoin de beaucoup de rétroaction là, quand ils sont dans un processus curatif. Là. Moi, dans mon cas, je voulais comprendre par moi-même ce qui m'arrivait. OK. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est à 27 ans. T'as pris ça? De 27 ans, ça a duré 5 ans. Hein. C'est ça. À partir de 27 ans. Ouais. OK. Plus médication, puis tout ça en plus? Okay. Ouais, puis moi, j'ai pris des bêta-bloquants. Puis généralement, ça fonctionne pas bien. Même les médecins qui me disaient, mon Dieu, on est étonnés, parce qu'habituellement, ça marche pas très bien. Ouais. Puis dans mon cas, ça a super bien marché. OK. Hein? OK. Puis là, ça s'est amélioré progressivement au cours des moi, je dis, et comme j'ai toujours dit, plus tu vieillis, en tout cas dans mon cas, parce que il y a beaucoup de décès-erreurs là-dedans. Oui. Dans mon cas, plus je vieillis, plus ça va bien. OK. Est-ce que encore j'ai pas des moments, parce que moi, quand j'étais adolescent, je faisais des terreurs nocturnes qu'on appelait, là. Tu sais, je me réveillais la nuit,
je criais, puis je me rendormais. Si on me réveillait, comme quand j'étais en couple ou dans la vingtaine, si mon conjoint me réveillait, là, j'étais paniqué, puis je savais pas pourquoi. Okay. C'est un peu comme ça que ma maladie s'est manifestée aussi pour la première fois, là, quand c'est devenu à l'adolescence, ça? Non, ça, à l'âge adulte. À l'adolescence, je tremblais puis je vomissais. C'est la nuit. Ah, excuse-moi, je vois ça comme important, là, tu sais. C'est comme, c'est assez intense, là, tu sais. T'as 11 ans, tu vomis la nuit 3 fois par semaine, c'est... Ah, puis tu trembles, avant de vomir, tu trembles pendant 1 heure, 1 heure et demie de temps. Oui, comme ça, là. c'est ça. C'est intense. C'est quelque chose. Ouais, là, tu vas voir les médecins, puis ils disent, ben, ça doit être ses hormones, il y a l'estomac nerveux. Donnez-y du riz puis de la salade, là, ça va passer. Il faut pas qu'il mange des frites le soir, faut pas... Ça, c'est des années 80, ça veut dire? Attends, 70, fin 70, début 80. Ça fait pas aussi longtemps que ça, là, que c'était perçu comme ça. Attends, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à l'école, quand j'étais à Montréal. Ouais. J'avais un petit garçon dans ma classe, tu sais, il venait rouge, puis il pleurait, puis on comprenait pas trop, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, il serait évalué, probablement. Ouais. Mais à l'époque, les adultes, puis probablement qu'il avait pas de mauvaise intention. Disait, bon, il fait encore son bébé Lala, il va nous broyer ça encore une fois. Mais peut-être que cet enfant-là avait des troubles anxieux ou des troubles autres qui n'ont pas été diagnostiqués, mais moi, je viens de ma génération, mais de mes parents, c'était pire encore. T'es un enfant, tes parents se séparent, comme moi, mes parents se sont séparés en plus à l'adolescence, fait que ça a été encore plus d'anxiété. C'est comme si ça va de soi parce que t'es jeune, tu vas passer à travers. Ouais. Puis là, toi, t'as des frères et sœurs? Ouais, un frère et une sœur. Est-ce qu'ils ont vécu des choses similaires ou tu te sens Non, mon frère, moins, parce que mon frère entrait plus dans les standards des gars. Ouais. Puis mon frère était quand même 2 ans plus jeune que moi, donc, tu sais, il est arrivé au secondaire, moi je suis rendu en secondaire 3. Ma sœur, on était collés quand même, on avait quand même une relation assez proche. Toi, t'es l'aîné? Moi, je suis dans le milieu. Je suis l'enfant des compromis. OK. Fait que c'est ta sœur, l'aînée? Ouais. OK. Puis là, mais là, à 27 ans, t'étais comédien, ça veut dire, c'était ça? Oui. Depuis l'âge de 24 ans, je travaillais, ma carrière allait bien. Écoute, je viens de décrocher, dans cette année-là aussi, j'ai décroché une émission jeunesse à Radio-Canada. Tout allait, il y avait rien qui allait mal dans ma vie, donc il y avait aucune raison pour que ça arrive. Ouais. Aucune raison. OK. Là, ça a fait quoi, là, de 27 à 32 ans? T'as-tu arrêté ta carrière? Non, j'ai continué. Okay. J'ai eu un moment, moi j'ai été chanceux, puis c'est arrivé au printemps, au mois de mars. J'avais une tournée théâtre, il y a quelqu'un qui m'a remplacé pour un certain laps de temps. Mais j'ai été capable quand même, pendant la pire période, là, de quand même être... Parce que vu qu'on est contractuel, puis à l'époque, la façon qu'on tournait, c'était par bloc de tournage. Donc, j'avais des moments où je pouvais respirer, là. Okay. Mais ça m'empêche pas... Ça m'a jamais vraiment empêché de faire des trucs. Dans le sens que ça m'a ralenti. Ouais. Mais à un moment donné, quand j'étais en psychanalyse... ma thérapeute, elle m'avait dit, écoute, il faut pas attendre d'avoir de l'énergie pour faire quelque chose. Puis moi, je trouve que c'est un bon conseil des fois. Alors voilà, c'est tout. Moi, souvent, les gens ils vont me dire, comment t'as fait ça? Honnêtement, si tu mets un pied devant l'autre, puis c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours facile, mais c'est à force de marcher que tu reprends le beat. OK. Ouais, ben dans mon cas. Oh, ouais. Puis là, tu dis... T'étais en couple, tu sais, là, ça allait bien, là, 27 ans, t'étais en couple, t'étais en couple, puis là, t'as ta maison, t'as ta carrière, t'as le setup, là, tu sais, je veux dire, qui est recherché. J'ai le American Dream. T'as le American Dream. Quelles répercussions ça a dans ton couple? Comment ça va, ça, dans ta vie personnelle? Ben, ça a quand même bien été. Mon conjoint avait beaucoup de difficultés à négocier avec ça. Ouais? Ouais. Beaucoup de difficultés à négocier avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est une souffrance qui est tellement grande. Ouais. Que c'est démesuré, dans le sens que c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un. Ouais. Tant que tu l'as pas vécu. Fait que moi, c'est sûr que j'essayais de l'exprimer le plus possible, mais je sentais démuni, complètement démuni. Je vais faire ce que je peux, mais honnêtement, je sais pas quoi faire. OK. Puis je pense que il y a peu de gens qui peuvent être armés pour accompagner quelqu'un qui vit une maladie comme ça. Mm-hmm.
Parce que ça demande d'éducation là-dessus. Oui, puis il y a des préjugés. Tu sais, je pense que c'est plus facile d'avoir des cancers que d'avoir une maladie comme ça. C'est plus clair, c'est plus mesurable. C'est fluent ce qui se passe dans le cerveau, dans les émotions, dans l'âme, si on peut dire. Là, c'est vraiment... C'est pas qu'on veut que ce soit un tabou, c'est qu'on fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais, comme je sais même pas comment pogner ça, je sais même pas comment nommer ça. T'as un problème, on a un problème, t'as un problème, bonne chance avec ça. Ben, même les psychiatres, ils vont te dire, on sait pas si c'est psychologique, biologique. Fait qu'ils disent c'est biopsychosocial. Ça, c'est l'explication pour dire c'est tout. Ben, c'est un ensemble de facteurs qui fait que ça arrive. Exactement. Est-ce que j'avais des gens dans ma famille qui avaient eu des problèmes de santé mentale? Oui. Donc, ça favorise ça. Aujourd'hui, on le sait. Hein, c'est les premières questions. On va dire, est-ce que dans ta famille, il y a eu des troubles anxieux? Est-ce qu'il y a eu des troubles de dépression? Là, aujourd'hui, on les pose, ces questions-là. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a un volet biologique. Il y a un volet social, psychologique. Mais qu'est-ce qui arrive avant ou après, on ne le sait pas trop. Mais là, toi, avec ton expérience, là, c'est bien plus... Tu sais, pour moi, là, qui est dans ce domaine-là, OK? C'est l'affaire la plus facile à dire que c'est comme, mais ça, c'est un ensemble de facteurs, vous savez. OK, c'est sûr qu'on peut pas découper la vie en cases, je comprends. Mais typiquement, dans une symptomatologie, dans un problème, il y a des facteurs qui sont plus pondérants que d'autres. Puis c'est pas l'idée de dire, il y en a juste un. Oui, il y en a plusieurs, mais lesquels sont plus importants? Si je te pose la question à toi, quels facteurs sont les plus importants qui ont joué dans cette maladie-là, ce trouble-là, selon toi? Ah ben c'est sûr que mon passé, c'est sûr que d'avoir été... puis aujourd'hui, là, tu sais, moi je suis content avec tout ce que j'ai fait avec la Fondation. Là, je comprends beaucoup plus que ce qui m'est arrivé. Parce qu'on le sait aujourd'hui, là, que de l'intimidation prolongée, des violences prolongées à l'enfance ou à l'adolescence, ça crée des lésions au cerveau, ça tue des neurones, toutes des affaires qu'on savait pas à l'époque. Là. Fait que c'est sûr que ça handicape quelqu'un. Puis déjà là, moi déjà que dans ma famille, il y avait eu des problèmes de santé mentale. Puis là, en plus, je vis une situation difficile, prolongée, parce que c'est pas juste quelque chose qui a duré quelques semaines. Là. Ça a duré 5 ans. Après ça, ça vient... à quelque part, ça rassure aussi de dire « Ah, OK, je comprends pourquoi que je suis là. » Dans le sens que je suis pas responsable de ça. Ouais. Tu sais? Ouais. Ce qui aide aussi beaucoup, moi je le dis tout le temps, avant de faire la thérapie, il faut quand même gérer notre crise, là, parce que ça sert à rien d'aller se pitcher en thérapie si t'es trop submergé par les émotions. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, la médication, oui, mais la thérapie aussi. Dans le sens, mais la médication est là pour t'aider à gérer la crise que tu n'arrives pas à gérer. Parce que sinon, là, tu ne seras pas capable de faire une thérapie. Puis moi, je trouve ça dommage, parce que je connais des gens comme ça, moi, qui ne font que prendre des médicaments. Puis en bout de ligne, c'est parce que tu as toute une réflexion à faire sur comment tu mènes ta vie. C'est quoi tes mécanismes que tu as investis dans ta vie qui t'ont servi, mais qui te servent plus aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais en psychanalyse, je dis, écoute, elle me dit, si t'es anxieux comme ça, c'est que ça te servit dans la vie. Hein? En anglais, on va dire, there's a payoff. Ouais. Hein? Ça te servit. Ça te sert plus aujourd'hui, parce que là, c'est pathologique. Ouais. Puis je dis, elle est folle. T'as pensé ça? Oui, parce que je dis, c'est pas vrai que j'ai mis ça en place dans ma vie pour que ça me serve. On te l'a-tu expliqué? Non, parce que en psychanalyse, c'est à toi d'expliquer les affaires. Puis après ça, j'ai dit, elle a raison. L'anxiété m'a aidé parce que vu que j'étais souvent plongé dans des situations difficiles, mon cerveau se mettait en état d'anxiété pour me sortir de là, pour trouver des solutions. Des portes de sortie. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Pour survivre. Fait qu'elle avait raison. Mais c'est dur de dire, oh, OK, là, je suis anxieux, puis à quelque part, c'est ça, là, faut que tu ça me servi. Oui, c'est pour ça que je te dis, oui, mais il faut que tu le fasses, sinon tu changes pas. Fait que là, après ça, dans tes mécanismes de défense, parce que ça, c'est impliqué, là, à un moment donné, tu commences à te regarder. Tu te dis, wow, Jasmin, t'es pas en danger, là. Il y a pas de danger ici, là. Parce que moi aussi, encore des fois, ça m'arrive, là, moi, ça m'arrive la nuit, je ressens une peur diffuse. Ça peut me garder un peu éveillé, mais là, je me dis, je suis pas en danger. Okay? Mon corps parle parce que c'est probablement enregistré dans mes neurones, dans mes cellules. Mais tu comprends-tu que la relation avec ça a changé? Tandis que la première fois que ça t'arrive, vu que tu comprends pas pourquoi ça arrive, c'est là que naît la crise.
parce que t'es pas outillé pour y faire face. Ouais. Fait que ton cerveau se met à répéter, il va t'arriver quelque chose de grave, tu vas mourir, t'es en train de virer fou, tu vas mourir, t'es en train de virer fou. Fait que là, tu te dis, oh. Mais avec le temps, c'est pour ça que je dis que moi, dans mon cas, ça fonctionne assez bien parce que j'ai une perspective. La perspective me permet de mettre les choses en contexte. Mm-hmm. Là, t'as quel âge? 53. 53. Puis là, comment tu dirais que tu vas, là, mettons, à ce moment-là? Moi, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie présentement. Ouais. Honnêtement, je suis dans le... C'est pour ça, des fois, je dis aux gens, je suis pas sûr que c'est plate de vieillir parce que, honnêtement, c'est le moment de ma vie où je me sens le plus heureux. Ah ouais, hein? Ouais. Tu t'attribues ça avec le travail que tu as fait, puis l'accumulation des années. Avec l'investissement social que j'ai mis de l'avant, les résultats aussi que ça a procuré, j'ai l'impression de... Je sais pas, il y a quelque chose... On dirait que ma vie a pris un sens que je croyais pas possible. Ah ouais, hein? Ah ouais, moi ça m'a amené, tu vois, là on s'en va en France faire un colloque à l'ambassade du Canada. On travaille sur des projets ici au Québec, mais sur des peut-être faire créer des sommets, comment travailler sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles pour créer des milieux plus positifs et bienveillants. J'étais pas là, il y a 8 ans. Mais tout ce cheminement-là m'a permis de me... C'est pas thérapeutique du tout, là, mais de mieux me comprendre, puis de mieux comprendre aussi les mécanismes, les rouages de la violence, puis l'harcèlement, l'intimidation, tout ce qu'il y a derrière tout ça, qui essentiellement est souvent un manque de besoins relationnels. Si je reviens un petit peu dans ton histoire, là, de 27 à 32 ans, après ça, qu'est-ce qui s'est passé là, entre 32 puis là, 50 ans? Là? Honnêtement, ça a été des années où ça allait moins bien dans ma carrière, ça allait moins bien dans mes amours, ça a été un trou. OK. Mais au niveau de ma santé mentale, ça allait mieux. Fait que j'ai eu comme un trou. Puis moi, ça repartit vers la quarantaine, où là, j'ai recommencé pendant presque 10 ans à travailler comme un fou. Comme comédien? Ou comme comédien, animateur, journaliste. Ouais. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la radio, j'ai fait... puis là, dernièrement, j'ai fait plus des documentaires, j'ai fait des mises en scène, j'ai écrit des livres. Tu sais, je suis rendu à mon 4e livre. Moi, j'ai jamais pensé que j'étais un auteur. Fait que je suis assez content. Ouais. OK. Ta fondation là-dedans, là. L'idée de ça, où ça partit, explique-moi un peu, là, parce que tu sors pas une fondation du jour au lendemain, parce que, tu sais, il y en a d'autres qui ont souffert, mais qui n'ont pas fait de fondation. Ben, fait que là, oui, ça, tu m'expliques. Honnêtement, là, moi, quand j'ai parti de la fondation, je me suis pas fait prendre au sérieux par les gouvernements. Ben... Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, ils ont dit, regardez, lui, le comédien qui a sorti un livre, là, puis là, tout d'un coup, ça a créé un buzz, puis là, il veut changer la société. C'est comme ça. Asti de fif. Okay. C'était mon histoire quand j'étais jeune. OK. Et là, tout d'un coup, là, ça fait 8 ans, là. Fait que là, ils ont dit, coudonc... Coudonc quoi? Ben, il persiste, le petit. C'est ça que c'est. Est-ce que tu revenais à la charge? Ben ouais. Okay. Tu sais, moi, j'ai vu le pacte, là, j'ai vu Dominique Champagne, puis je salue leur initiative. Mais tu sais, c'est un coup d'éclat, ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un coup d'éclat. Les ministres vont te recevoir, ils vont tous dire, ah oui, le premier ministre, ah oui, on va travailler dans ce sens-là. Mais après ça, si t'es pas là pour pousser. Puis taper le clou sur le clou. Moi, je me rappelle un moment donné, quand j'ai fait mon documentaire à Canal Vie, le producteur, il me dit, tu tapes assez sur le clou, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de t'écouter, là. Moi, là, 2 semaines, j'étais une gastro. Il m'appelle un samedi pour Radio-Canada à Gatineau pour faire une entrevue. J'y vais pareil, là. Ah ouais, comprends-tu, là? J'y vais, là, puis je martèle. C'est là, quoi c'est le clou, les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle. C'est ça ton clou, là. Ah, c'est un gros clou, là. Oui, je pense que c'est plus gros que le premier. Fait qu'ils ont d'affaires à s'atteler. Parce que là, moi, dans ma tête à moi, là, c'est... L'avenir, c'est ça. OK. Donc, faut arrêter de dire faut faire de l'exercice physique, bien manger, là. Faut avoir des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles avant tout.
Puis on intègre ensuite les saines habitudes de vie comme bien manger, faire de l'activité physique. Parce que ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est que ça marche pas très bien. De toute façon, les millions en stratégie qu'ils ont mis dans les écoles pour faire bouger les jeunes, pour les faire bien, pour qu'ils mangent bien. Mais encore, la semaine passée, on avait une recherche qui disait que ça s'envenime, mais on met des millions là-dedans. Puis pourquoi ça s'envenime? Parce qu'on ne crée pas L'être humain, c'est un être relationnel, émotionnel. Faut que tu crées une relation avec la nourriture. Faut que tu crées une relation avec l'activité physique. Puis si émotionnellement, tu vas pas bien, tu manges pas bien puis t'as pas le goût de bouger. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la science. N'est-ce pas, neuropsychologue? Ben, premièrement, je ne suis pas neuropsychologue. Ah non, mais c'est ce qu'il me dit, lui. Souvent, les gens se mêlent. J'ai un doctorat en neuropsychologie, mais neuropsychologue, c'est comme une autre formation, une sous-branche. Ok, tu l'as pas pris, celle-là. Moi, je fais pas ça. Okay. Moi, je fais du développement. C'est décevant, par exemple. Non, faites-en pas. Des blagues. Mais moi, là, honnêtement, je suis 100% d'accord avec toi, non seulement avec la recherche scientifique qu'il dit, mais empiriquement. C'est-à-dire que je peux pas nommer de nom, mais les gens essayent de trouver la façon de faire plus d'exercice physique. OK? Oui, mais c'est mécanique. C'est ça. Là, ils disent oui, parce que la sérotonine va augmenter dans le cerveau si tu fais l'exercice physique. OK, mais en quoi cette augmentation-là est directement en lien avec ta qualité de vie? Pas nécessairement rapport, ça n'a pas rapport. Ce qui fait la différence, c'est tes relations. Puis ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu crées des relations. Puis comment le faire, ça prend des habiletés de communication. Puis comment faire? Émotionnel aussi. Exactement. Tu veux communiquer comment? Tous tes timings de communication, ton contenu, tes sujets, c'est tout basé sur de l'empathie. C'est tout capable de comprendre comment l'autre se sent, comment toi tu te sens. Si ça, c'est un monde. On parle de bienveillance maintenant, par exemple. Ça va un peu plus loin. Commence par toi pour aller vers les autres. Moi, je pense plus l'empathie, ça fait partie de l'empathie, là. Mais si t'es pas capable de te lire toi-même, si t'es pas capable d'exprimer tes besoins. Les processus de communication, tout part de soi. C'est que si t'es pas capable d'exprimer tes émotions puis tes besoins adéquatement, puis t'es pas capable de les gérer, tu seras jamais empathique. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ouais. Fait que c'est beau de dire aussi l'empathie, on est tous d'accord, mais ça prend des compétences pour être empathique. Oui. Puis ça s'apprend. Exactement. C'est comme un langage. Nous, on parle de plus en plus d'alphabétisation des émotions et des besoins. Uh-huh. C'est la première chose qu'il faut que tu mettes en place. Uh-huh. Après ça, si tu es capable de te lire, tu vas lire les autres. Uh-huh. Uh-huh. Okay? Puis aussi, d'apprendre à dire, on est dans une société, puis l'être humain vit des émotions. Dans mon dernier livre, je parle de ça, entre autres. Donc, supposons que toi, on travaille ensemble, puis tu vis une émotion, puis tu as besoin de temps pour la gérer, il faut que je te laisse ce temps-là. À moins qu'il y ait une urgence, là, c'est autre chose. Mm-hmm. Mais il faut que je t'accorde ce temps-là pour qu'on puisse, après ça, prendre des meilleures décisions. Puis là, c'est quand tu dis « nous », là, on travaille là-dessus, nous, c'est qui « nous » ? Là, je travaille avec l'Université de Sherbrooke. On a un projet d'observatoire sur les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles. Quelles sont les compétences à développer de la petite enfance jusqu'à la mort dans chacun des milieux pour s'assurer qu'il y ait moins de violence, moins d'intimidation, moins de harcèlement, moins de maltraitance. Puis il faut changer le langage aussi. Comme une certaine époque, on parlait de décrochage scolaire. Maintenant, on parle de persévérance scolaire. C'est pour ça que moi, je veux que les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles appartiennent aux valeurs sociales. Ça fait partie du spectre des saines habitudes de vie, comme bien manger, faire de l'activité physique. Donc, au lieu de parler nécessairement de violence à l'école ou d'intimidation, ça veut pas dire qu'on n'en parlera plus. On va plutôt parler des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles à l'école. Qu'est-ce qu'on doit acquérir? C'est quoi les efforts qu'il faut faire? C'est pas vrai qu'on mange 5 fruits et légumes par jour, là. Il y a pas personne qui fait ça, à moins il y en a, mais ils sont plutôt rares. C'est pas vrai que tout le monde fait 30 minutes d'activité par jour. Donc, comment dans la société, à un moment donné, tu te dis, si je mange 2 poutines cette semaine, peut-être la 3e journée, je vais me dire, il faudrait peut-être que je me tape une salade ou quelque chose d'un peu plus santé. Donc, on a comme une espèce d'autorégulation, parce que ça fait partie de la valeur sociale. Ça fait partie de nos saines habitudes qu'on préconise puis qu'on met de l'avant. Puis là, tu es en train de développer un programme pour mettre en place... J'ai écrit un livre là-dessus. Okay. On a écrit un livre là-dessus. Tu le nommer? Juste... ça s'appelle Éloge de la bienveillance. Cultiver les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle aux éditions Michel Lafon.
D'ailleurs, j'aurais dû t'en apporter une copie. Mais puis essentiellement, c'est ça. C'est après 8 ans de réflexion sur maintenant, ça s'adresse pas nécessairement aux écoles, ça s'adresse à tout le monde. Là. Comment maintenant on doit avoir des stratégies pour mettre en place des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles. Comment on doit mettre des efforts dans la gestion émotionnelle, dans l'expression de nos émotions, de nos besoins, parce que c'est pas tout. Tu sais, Jeannette Bertrand a fait un énorme travail qui nous amène là aujourd'hui. À une époque, à dire aux gens, parlez de vos émotions, parlez-en. Maintenant, on va un peu plus loin. Parlez de vos émotions, reconnaissez les causes et trouvez des solutions. C'est pas vrai que tu me dis, je suis en colère. D'accord. De quoi tu as besoin maintenant? Faut que tu sois capable de me donner des solutions. Faut que tu sois capable de dire, j'aimerais qu'on m'écoute ou j'aimerais être seul, Il faut être capable de nommer la solution aussi. Puis il peut y en avoir plus qu'une solution. Comment t'es rendu à venir à travailler sur ça spécifiquement, là? T'sais, parce que là, on te connaît beaucoup avec l'intimidation, c'est une chose, OK? Mais c'est comme il y a quand même un processus évolutif, d'après ce que je comprends, que tu as varié tes thèmes, t'es rendu là. C'est 8 ans de réflexion, c'est 8 ans de lecture, je vais à des journées d'études aussi dans des chaires de recherche où on réfléchit tous ensemble, où à un moment donné, ça a été nommé. C'est que ce qu'on comprend maintenant, c'est que toute l'approche coercitif-punitif ne fonctionne pas très bien chez l'être humain. D'accord? Il faut qu'il y ait des arrêts d'agir, on est d'accord, quand c'est des comportements inadéquats, mais ce qu'il faut surtout mettre de l'avant, c'est des mesures éducatives, puis même en milieu de travail, là, quand il y a du harcèlement, là, c'est comment on va mettre en place des mesures éducatives ou de soutien pour développer les compétences émotionnelles et relationnelles. Parce que si supposons, on travaille ensemble, puis toi, pour X raisons, t'as des comportements inadéquats. Moi, je dis tout le temps, avant de parler d'harcèlement ou quoi que ça va dire, c'est des comportements qu'on n'accepte pas. Puis après ça, je dis, même si je te punis, là, même si je te suspends 1 mois, on s'entend que tu vas te calmer un bout de temps peut-être. Mais est-ce que j'ai été à la source du problème? Et la source du problème, c'est que tu avais un problème relationnel et peut-être même émotionnel. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que la violence, l'intimidation ou le harcèlement, c'est des problèmes émotionnels et relationnels, et ça prend des solutions émotionnelles et relationnelles. Sinon, tu ne fais que punir, et tu peux aggraver la situation aussi. Comment ça s'est passé, l'idée que tu as eue de mettre de l'avant cette fondation-là? Ah, c'est vrai, tu m'as posé cette question-là, j'ai pas répondu. Pas de problème. C'est aussi simple que j'ai écouté les gens me parler. Qui ça? Avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai sorti mon livre. Ouais. C'est quand, là? En 2010. C'est en 2010, ça. Quand j'ai sorti mon livre sur mon histoire. Ouais. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une vague de parents, de jeunes, d'adolescents, de grands-parents qui me disaient que leur enfant vivait ça. Parce que quand un enfant vit ça, c'est pas juste l'enfant qui souffre, là, c'est le milieu au complet, c'est le milieu familial là, qui souffre. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Puis surtout que moi, quand j'ai sorti mon livre, tout le monde disait, mais on pensait que c'était réglé, cette affaire-là. Quelle affaire-là? L'homophobie à l'école, entre autres. Moi, au début, c'était beaucoup sur l'homophobie à l'école. Okay. D'accord? Ouais. Puis là, après ça, je me suis dit, attends, là, c'est parce qu'il n'y a pas juste l'homophobie, il y en a qui sont intimidés pour d'autres trucs. Puis les conséquences sont tous les mêmes. Alors, moi, j'ai été plutôt très rassembleur là-dedans, de dire, ça arrive pas juste aux gays, ça arrive à tout le monde. Et puis là, ce mouvement-là a enclenché un processus même dans les changements de la loi, parce que moi, à l'époque, j'avais été voir Lynn Beauchamp, qui était ministre de l'Éducation et vice-première ministre. Honnêtement, j'ai pas eu une bonne écoute au départ, là, parce que j'étais l'artiste, le jeune comédien qui débarque, puis là, tout d'un coup, il a écrit un livre, puis il veut changer le monde. Puis là, il était c'est ça. C'est pour ça que je te dis, là, comme, faut faire attention. Parce que là, c'est un coup d'éclat, ça. Sortir un livre, puis avoir un intérêt médiatique. Ça, c'est un coup d'éclat. Ouais. Le vrai travail arrive après. Ouais.
Ça veut dire quoi le vrai travail? Ça veut écrire des mémoires, aller en commission parlementaire, aller faire des représentations, aller rencontrer les ministres, les achaler. Parce que des fois, ça peut prendre 6 à 8 mois avant qu'ils te rencontrent. Puis quand ils vont te rencontrer, ils vont te dire, vous êtes spécial. Hein? Fait que oui, je suis spécial, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? Parce que c'est pas juste une question de dire, soutenez-moi financièrement. C'est une question, qu'est-ce qu'on fait comme partenaire ensemble? Parce que j'ai un impact social. Vous avez des moyens. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est toujours le grand défi, c'est de les convaincre de faire quelque chose ensemble, au-delà de l'argent. Okay. Pourquoi tu dis que c'est un défi? Explique-moi un peu. Parce que concrètement, c'est quoi les gouvernements, les ministères ou les politiciens ont aussi leur agenda. Ouais. Donc, il faut s'assurer, à un moment donné, de se rejoindre dans nos agendas. De dire, OK, c'est parfait, on comprend. Puis, c'est sûr qu'avec le gouvernement Couillard, moi, ça a été un avantage, parce qu'ils ont mis ça dans leur plateforme. Là, il faut leur relancer avec le nouveau gouvernement. Je pense pas qu'on va avoir de problème, là, parce que j'ai déjà parlé avant les élections à plusieurs membres de la CAQ. Mais c'est aussi de dire, maintenant, on va arrêter de parler d'intimidation, de violence, puis on va parler des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles. On va changer de paradigme. Donc, parce qu'au début, tu parlais beaucoup d'intimidation, puis là, ouais, mais il a fallu le faire parce que les jeunes dans les écoles, ils étaient même pas capables de donner une définition du problème. Quel problème? L'intimidation. Ils savaient même pas c'était quoi. Ils étaient pas capables de dire l'intimidation, je suis capable de dire que je vis ça à cause que c'est répété, que ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est pas un conflit, c'est pas une altercation, c'est pas... ils savaient même pas ce qui leur arrivait, là. Essentiellement. Moi, les premières années que j'ai été donné des conférences dans les écoles, des fois, je gérais des 10 à 15 jeunes en crise parce qu'ils savaient... Là, tout d'un coup, ils disaient, mon Dieu, mais c'est moi. Tandis qu'aujourd'hui, quand j'arrive, on va dire, ces crises-là, il y en a plus, là. Parce qu'ils le savent, ils sont capables de le nommer. Ça veut pas dire que c'est toujours bien traité, mais il y a quand même une amélioration. Tu sais, souvent, je dis, dans l'investissement qu'il y a eu du gouvernement, par rapport aux améliorations qu'il y a eu, je me dis, imagine s'il y avait mis autant de millions qu'ils ont mis dans le sport, puis à convaincre les jeunes de manger bien puis de bouger, parce qu'il y en a eu des millions là-dedans. Il n'y en a pas eu tant que ça d'argent investi. Parce qu'ils sont arrivés avec une loi avec aucune ressource qui venait avec. Là. C'est la loi sur l'intimidation. La violence à l'école, oui, intimidation. Qui a été intégrée après ça dans la loi sur l'instruction publique. OK. Bon. C'est pas venu avec des millions dans les écoles. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est venu contrairement à d'autres programmes. Et Seigneur, oui. Qui n'ont pas eu nécessairement du succès. Ben, on mesure que c'est de pire en pire. C'est pas moi qui le dis, c'est des recherches. OK. Si tu permets, j'aimerais ça savoir, là, quand tu parles, là, parce que le veux pas, c'est le core un peu de notre sujet, là, toi, ton intimidation, tout ton background. C'est quoi qui s'est passé en termes d'intimidation, toi? Tu veux dire les gestes? Oui. Mais dans le sens de... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment ça se passait? C'est pourquoi? Ben moi, c'était en lien... Ben écoute, avant même que je sache que j'étais homosexuel, on me traitait de tapette puis de fif. C'est pour ça que mon livre s'appelait Hostie de fif. C'était répété, ils se mettaient plusieurs sur moi, c'était des coups de poing, c'était les injures, les gens bêtes, là, on me pousse à terre, on me crache dessus. Dans les vestiaires au secondaire, j'ai vécu des agressions à caractère sexuel, des garçons qui se mettaient tout nus devant moi, qui se faisaient bander puis qui disaient « Ah, tiens, hein, ça t'excite-tu? » Ça allait jusque-là, là. Ça, c'est des agressions sexuelles. Ouais. Et ça, c'est en jeune âge, quand même, là. Ben, au secondaire, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. Okay. J'ai toujours trouvé ça assez étrange, d'ailleurs. Ben, que tu me traites de tapette puis que tu te mettes en érection devant moi. C'est un autre histoire, mais c'est sûr que c'est... Ouais. Puis là, c'est le core un peu qui t'a un petit peu hanté puis qui t'a poussé à écrire dénoncer ça. Non, parce que quand j'ai fini mon secondaire 5, tu sais, j'ai fait du théâtre, puis là, je suis devenu un peu la vedette de l'école. Ouais, okay. Ouais. Parce que tout d'un coup, les gens me voyaient autrement. Ils disaient, il y a un talent, il y a quelque chose. Puis il attire l'attention. Cool. Bon, c'est cool. Ouais. Et puis là, moi, j'ai coupé, je suis parti de ma région, puis j'ai dit, regarde, je mets ça derrière moi, je m'en vais faire ma vie. C'est sûr que, honnêtement, par exemple, tu sais, aujourd'hui, je vois les jeunes, puis je suis tellement content pour eux autres parce que juste de pouvoir dire que t'es homosexuel à l'adolescence, tu sais, nous autres, on a fait un sondage à la Fondation, puis à ma génération,
on sortait du garde-robe autour de 18 ans. Aujourd'hui, ils sont autour de 12 ans. Fait que, tu sais, il y a tout un changement qui se fait. Puis nous autres, on vivait tellement de frustration parce que, on avait l'impression qu'on était des malades. Hein? Moi, j'avais l'impression que j'étais un paria puis que j'étais pour vivre ça toute ma vie. J'étais au début de ma vie. Moi, je me fais rejeter fait que j'étais un paria. Je vais vivre ça toute ma vie. Après ça, tu te dis, les homosexuels, c'est des malades. Parce que je me faisais traiter comme ça. Fait que j'avais l'impression que j'étais pour... Moi, je me rappelle, les premières fois que j'ai été à Montréal, je voulais aller d'un bar gay, j'ai reviré de bar, j'avais peur. Je dis, ils vont me sauter dessus. Tu comprends-tu? Tellement que j'avais été conditionné. Hein? Puis aujourd'hui, je les vois... Je dis pas qu'ils ont pas de défis, mais ils peuvent s'épanouir, ils peuvent avoir des copains, des copines, ils peuvent... C'est tellement simple parce que l'adolescence, c'est le moment où tu découvres ta sexualité. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit sain, il faut que ça soit... Sécuritaire, il faut que ça soit... faut que tu aies le goût aussi de tomber en amour, d'essayer des choses. C'est ça. Ouais. C'est au-delà de la sexualité, c'est juste de dire d'avoir... que ton cœur batte pour quelqu'un. Toi, comment tu as expérimenté ça, l'homosexualité? Quand est-ce que ça... Tu t'es dit, OK, j'ai un peu ces traumas-là, mais je me donne la permission d'explorer ça, de tomber en amour. Comme tu dis, comment ça s'est passé? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est mes parents. Parce que mes parents, il n'y avait pas de problème avec ça à la maison. OK. Fait que je pense que ça m'a beaucoup sauvé. Puis mon père, vu qu'il nous martelait tout le temps... faut être soi-même. Tu sais, moi, là, quand j'ai sorti du garde-robe, là, publiquement, là, puisqu'à l'époque, on faisait des fronts de journaux, là, tu sais, moi, je me rappelle, mon chum pis moi, on était sur le 7 jours. Puis, il dit, mon Dieu, mon fils, je suis tellement fier de toi. Il dit, moi, si j'avais été gay, le monde entier l'aurait su. Tu sais, fait que c'est ça qui m'a un peu sauvé. Ton père, je dis, c'est quelque chose, il t'a tout le temps encouragé, point. Ouais, il y avait d'autres choses qui étaient moins... il y avait moins de compétences dans d'autres domaines, mais là-dessus, je peux lui donner bravo, chapeau, ça c'est réussi. Fait que tu t'es pas senti jugé par lui? Non, pas du tout. C'est ça, il t'encourageait. Mais c'était pas un problème. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle avait un ami gay, tu sais, c'est pas... C'était pas... tu sais, c'était pas un problème chez nous. Ouais. Fait qu'il y a peut-être ça qui a fait... Puis tu sais, mon père, il m'a tellement martelé... sois toi-même, fais ce que tu veux, puis qui mange toute la merde, puis ouais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, il est plutôt fier de moi, tu sais, il dit tu l'as pas eu facile. Ouais. T'as travaillé pour, tu sais, t'as pris ta place, puis les gens ont reconnu ta place comme une place importante, mais... Tu sais, dans ce que tu fais, là, puis dans ta mission, okay, ou tes missions, devrais-je dire, c'est que tu touches à plusieurs thèmes qui sont très complexes. Okay? Tu touches aux relations, tu touches à la communication interpersonnelle, tu touches à l'identité, tu touches à l'intimidation. C'est comme... Ça fait beaucoup de gros chevaux puissants sur lesquels, tu sais, qui sont tous émergents actuellement. Là. C'est comme... On commence tous à s'intéresser à la santé relationnelle, par exemple. Tu sais, moi, là, je gagne ma vie avec ça, là, des conférences que... Tu fais-tu beaucoup d'argent? J'en fais pas mal. Fais bien de l'argent sans l'air. Mais les gens, ils souffrent. Puis c'est pas, comme tu le dis, là, c'est pas une affaire d'être gay ou pas gay, c'est pas une affaire d'école ou pas d'école. Les collègues de travail, ils savent pas comment se parler, ils savent pas quoi se dire, ils savent pas comment dire quelque chose. Le monde, il rush vraiment. Le taux d'absentéisme, il monte sans arrêt. Pourquoi? Le 3/4 du temps, c'est des problèmes relationnels, soit avec le supérieur immédiat, soit avec un collègue. C'est tout le temps des enjeux relationnels. C'est rare que c'est parce qu'une tâche qui est trop dure à la job. C'est jamais ça qui te tue. Ce qui te tue, c'est des enjeux chroniques que tu te sens pas bien. Puis c'est ça qui nous met dans un étau. Puis à un moment donné, une personne, a changé de job, elle colle malade, elle recolle malade. Puis ça, c'est ma mission personnelle, c'est il faut donner des outils aux gens pour pouvoir passer à l'action sur ces éléments-là pour qu'ils puissent... Il faut développer les compétences aussi. C'est parce que ça s'enseigne aujourd'hui, on le sait. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que moi, ma génération, probablement la tienne aussi, on n'a pas été éduqués à ça. On prend pour acquis, notre société prend pour acquis que tout ce qui est émotionnel et relationnel, c'est naturel chez l'être humain. Puis c'est vrai que chez certaines personnes, c'est plutôt naturel. Tu sais, tu regardes des Céline Dion de ce monde, des Guy Laliberté, tu dis, ces gens-là ont
ont des facilités relationnelles, c'est clair, pour s'être hissés aussi loin que ça, parce que c'est pas des gens qui ont été loin à l'école. Fait que tu dis, il y avait vraiment des compétences hors du commun. Comme il y a des gens qui sont très bons en mathématiques, mais ceux qui sont moins bons en mathématiques, on leur donne l'aide aux devoirs. Mais aussitôt que tu as des problèmes émotionnels et relationnels, on te punit. T'as pas le droit de l'aide aux devoirs. C'est ça le problème aussi. C'est pas vrai que ça se développe pas, ces compétences-là. C'est prouvé. L'égalité homme-femme, ça s'enseigne. Puis il faut aussi, dans les entreprises, dans leur formation continue, travailler, arrêter de juste donner de la formation sur le travail, sur les technicalités, mais de dire on va donner de la formation sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles au travail. Puis en bout de ligne, ça va augmenter justement la productivité. Mais on a l'impression qu'on perd notre temps quand on fait ça. Mais comment t'interprètes ça? Pourquoi, d'après toi, les gens ont ce feeling-là de dire oh, on s'en bat des affaires de kumbaya, de croissance personnelle? Pourquoi? C'est que ça se mesure mal sur papier. Un climat, ça se mesure mal sur papier. Okay. Mais quand même, la recherche nous dit que si tu es heureux au travail, tu es 30% plus productif. Bon, mais ce chiffre-là, d'abord, c'est où le lien? Il faut s'investir parce que c'est pas quelque chose que tu vas mesurer dans 2 mois, 3 mois. Si tu travailles sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles, tu vas peut-être voir les résultats après 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'il faut travailler sur le climat, il faut rappeler les messages, il faut rappeler il faut revenir beaucoup parce que faut que ça rentre. Puis comme moi, dans mon livre, j'en parle, là, l'éloge de la bienveillance, c'est que si tu l'apprends très jeune, c'est comme un langage. Tu peux apprendre l'espagnol à 30, 40, 50 ans. On s'entend que ça demande plus d'efforts. Ouais. Donc, commençons plus jeunes, mais pour ceux qui l'ont pas, mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est un langage qui s'apprend à tout âge. L'intelligence émotionnelle se développe à tout âge. Pas le QI. Donc, ça, c'était quand même des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a moyen d'avancer là-dedans. Mais c'est sûr que, comme tu dis, des fois, ça fait peur. C'est les émotions. Les émotions, ça fait peur dans nos sociétés modernes. Il faut faire face à ça. D'arriver puis de dire à un chef d'entreprise, écoute, s'il y a quelqu'un qui vit une émotion, laisse-y du temps plutôt que d'y imposer une rencontre. Laisse-lui le temps. Prends 2, 3 heures, peut-être une journée ou 2. À moins qu'il y ait une urgence, on est d'accord. Fait que là, tu te dis, là, il va dire, ouais, mais la productivité, parce que il voit à court terme. Il faut que tu vois à long terme les avantages. Mais de plus en plus, on le sent dans les entreprises, là, que commence à comprendre que le taux d'absentéisme puis les burn-out, ça commence à coûter cher aussi, là. Ça, c'est pas mal clair. Ce qui est moins clair, c'est quel moyen qu'il faut prendre puis combien ça coûte ces moyens-là pour changer ça. C'est ça qui est pas mal moins clair. Moi, je pense qu'il faut que ça rentre dans la formation continue. Puis selon la loi, ils sont supposés mettre un pourcentage là-dedans. Puis il faut qu'ils arrêtent de parler de formation, que ce soit de la formation en lien avec le travail exécuté. Il faut qu'il y ait une formation. Puis il faut que ça soit sérieux aussi, là. Je suis d'accord avec toi, il faut faire attention de ne pas tomber dans des techniques un peu ésotériques ou je m'aime. Ou de l'empathie, parce que moi, l'autre fois, j'ai été donner une conférence, puis avant moi, le chef d'entreprise, il dit « Ah, il faut être plus empathique, il faut... » Ouais, mais c'est parce que tu leur dis pas comment. C'est des beaux grands mots, ça, l'empathie. La bienveillance, c'est des beaux grands mots. Il faut la définir. C'est quoi la bienveillance? Maintenant, quelles sont les conditions idéales pour que tu y arrives? Parce que si tu n'as pas des compétences pour y arriver, ça va rester un concept abstrait. Absolument. Donc ça veut dire que ça implique que ça prend des bonnes personnes pour montrer ça. Oui. Et c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Ça prend une continuité. Implication dans ça, là, justement, tu dis qu'il faut que ça soit concret. Quelle est ton implication pour le fait que ça se rende aux gens, comment le montrer aux gens? Comment tu vois ça? Ben là, j'ai écrit un livre, je donne des conférences, mais au-delà de tout ça, on est en train de mettre en place un observatoire avec l'Université de Sherbrooke. Okay. Qui va être chapeauté par plein de chercheurs moi, cette idée-là est arrivée à un moment donné avec François Courcy, là, l'Université de Sherbrooke, qui est chercheur, lui, plus dans les milieux de travail. Suite à tout le mouvement, on discutait sur un autre projet au téléphone, je le connaissais pas, puis je dis, tu sais, il est arrivé le hashtag MeToo. Là, je dis, oh, OK, on s'entend, il faut s'occuper des victimes. On est tous d'accord, il faut dénoncer, on est tous d'accord avec ça. Maintenant,
Il n'y a aucun observatoire, parce qu'on a beaucoup d'observatoires sur la violence, le harcèlement, le racisme, l'homophobie, toujours très négatif, où on mesure des choses essentielles. Mais il n'y a aucun observatoire qui va donner des recommandations aux entreprises, au milieu pour les aînés, au gouvernement, au milieu éducatif, au milieu de la petite enfance, sur les compétences à développer chez les garçons et les filles pour qu'il y ait moins de comportements inadéquats. Parce qu'il faut arrêter de dire, à mon avis, il y a des victimes, il faut s'en occuper, c'est correct, il faut le dire encore, mais il faut arrêter de dire juste ça. Il faut dire plus. Il faut dire, si les garçons en arrivent à pas respecter les limites d'une fille, c'est que dans l'éducation, il y a eu des manques au niveau des développements des compétences émotionnelles et relationnelles. Il est pas capable de gérer le rejet, il est pas capable de gérer... Ça, c'est pas des compétences relationnelles, si t'es pas capable de gérer le rejet. OK. Es-tu prêt pour une couple de sujets un petit peu plus... Ouais, mets-moi un petit peu de vin encore. Il m'a acheté du vin, fait que je vais en profiter. Ouais, s'il te plaît. Mais moi, je l'aime. Tu l'aimes-tu? Oui, il est bon. Ça aurait été bon avec un petit filet mignon. Je le sais. J'ai super faim en plus. On colle jamais le bout de la bouteille sur le verre, par exemple? Ah ouais? Tu vois-tu? C'est un doctorat, puis ça, c'est pas ça. Ben non. Bon. Le fameux MeToo. Ouais. Ça t'a déstabilisé, ça, le MeToo? Pourquoi tu dis le fameux MeToo? Ben, parce que fameux, il est incontournable. Tu sais, je veux dire, c'est rendu une affaire, là, comme... C'est rendu, comme tu dis, là... C'est un éveil. Bon. Parle-moi de ça. Comment tu as réagi quand c'est apparu? Quelle est ta réaction là? Parle-moi de ça un peu, là. Encore là, c'est un coup d'éclat, c'est un éveil. Comme moi, j'ai vécu au début avec l'intimidation, on a eu des coups d'éclat. Moi, j'ai été 1 an là, dans les médias partout. Là. Ça, c'est une chose. Maintenant, après ça, c'est le comment. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est bien beau, là, aller partout, puis faire les médias, puis... Mais il faut comprendre une chose, que le vrai travail se fait après. Le travail de fond. Et c'est là que c'est peut-être le moins... Comment je pourrais dire? Parce que là, t'es plus dans l'ombre, t'es moins dans la lumière. Et puis là, c'est là que tu vas prouver vraiment que t'as des intentions de changement. Quand t'es dans la lumière, tu portes un message. Puis moi, comme je te dis, je vais faire exprès pour l'être dans la lumière pour porter mon message. Ouais. Mais si t'es pas capable d'aller dans l'ombre, puis de faire du travail de fond, faire la job de bras, puis la job plate. Ouais. La job plate, d'écrire des mémoires, de monter des projets, de faire des représentations, d'aller voir les ministres, d'aller cogner aux portes, d'aller voir même des entreprises pour leur dire il faut vous investir là-dedans, on a besoin d'argent. Si t'es pas capable de faire ça, ben tu vas rester juste un coup d'éclat. Puis il y en a beaucoup, puis on pourrait regarder là dans l'histoire du Québec, mais ailleurs aussi, toutes ces personnalités-là que tout d'un coup ils portaient un dossier, et puis 1 an après on n'entendait plus parler. Puis il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Qui vont vraiment aller dire, écoute, je vais aller au-delà de la lumière. Je vais y aller là, dans la boîte, puis quand c'est pas le fun, puis je vais y aller, même, puis je vais me faire juger, je vais me faire critiquer, parce que c'est pas toujours le fun de faire ce que je fais. C'est quoi les moments durs là, que tu vis? Là, même en ce moment. Là. Ah, ben là, honnêtement, ça va bien, mais les moments durs, tu te fais critiquer. Il y en a qui vont te critiquer, qui vont pas penser que t'es opportuniste, qui vont penser plein de trucs sur toi. Ouais. Donc, tu n'es pas authentique dans ta cause. C'est ça. Ouais. C'est comme nous autres, à la Fondation, les radios de Québec, plusieurs reprises, ça s'est fini avec des mises en demeure. Là, parce qu'à un moment donné, tu te dis, vous dites n'importe quoi. Là. Tu peux pas juste... Parce que moi, j'ai rien contre que tu sois pas d'accord avec ce que je fais. Ouais. Dans le sens, t'as pas les mêmes idées que moi. Ouais. Débat des idées, mais si ça devient personnel, là, j'ai un problème avec ça. Tu sais, puis surtout... Par exemple. Ben, exemple, nous autres, moi, j'arrête pas de dire, que que je joue à la victime. Que je suis un intimidateur. Que... Tu te fais dire ça? Par certains animateurs de Radio de Québec, oui. Ils ont dit ça publiquement sur moi. Ouais. Puis là, à un moment donné, je trouve que ça, c'est pas du monde intelligent qui font ça. Je suis désolé, là. Tu as le droit de dire, moi, je suis pas d'accord que l'intimidation, c'est un problème dans notre société pour telle raison. Écoute, ça va faire son chemin, ça ira pas loin, là, mais tu as le droit. Ouais.
Cela dit, si tu es en train de m'étiqueter, puis en plus, nous autres, on n'arrête pas de dire dans les écoles, faut jamais étiqueter un agresseur, faut jamais dire à quelqu'un que t'es une victime, faut pas dire à quelqu'un que t'es un agresseur, parce c'est pas parce que tu as un comportement inadéquat que ça va faire de toi un agresseur le reste de tes jours. Donc, faites attention avec les étiquettes. Puis là, après ça, toi, t'es en public, puis là, tu te fais ramasser personnellement. Ouais. Là, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Ouais. Puis c'est pour ça qu'aussi j'avais eu le problème avec la même affaire avec Dominique Champagne puis les artistes qui ont mis le pacte en avant. C'était les attaques personnelles. C'est pas constructif. Ça sert à rien. C'est des gens qui s'engagent socialement, sont pas obligés de le faire. Puis peut-être que pour bien des gens, on va le voir, comment ça va évoluer, mais laissons-leur au moins la chance. Puis si t'es pas d'accord, ben fais les dons toi-même. Fais donc d'autres choses. Propose donc d'autres choses. Moi, je suis tanné de ça. Des gens qui sont pas d'accord, puis tu sais, on est dans un monde, t'écoutes la radio, puis tu lis les journaux, puis c'est des chroniqueurs, puis ils ont la science infuse surtout. Puis, mais toi, en écrivant des articles, puis en animant une émission de radio, qu'est-ce que tu changes dans la société au juste? Qu'est-ce que tu changes? Honnêtement. Fait que soyez donc un peu plus bienveillants avec ces gens-là, puis donnez-leur la chance. Mm-hmm. Parce que moi, je me l'ai fait dire au départ, quand j'ai commencé ma fondation, que j'étais opportuniste, que je faisais ça pour mousser ma carrière, que je faisais ça pour faire parler de moi. Tu sais, aujourd'hui, le monde ne le dise plus, parce que là, il serait mal à l'aise de le dire après 8 ans, parce que j'ai pas lâché le morceau. C'est ça. Mais c'est trop facile de faire ça. Mm-hmm. Parce que ça prend beaucoup de courage pour faire ça. OK, j'ai bien des questions. Première affaire, j'aimerais ça retourner sur une affaire personnelle, si tu permets. Tu veux tout savoir de ma vie, hein? On pourrait être là bien longtemps. Hein. Je connais pas beaucoup de toi, par exemple. Non, écoute, je suis bien ouvert. Je sais que t'es un chien. Je ne pourrais pas à tes questions. Pour moi, tu sais, tu parles de relations, mais tu sais, je veux revenir à toi. Toi, quand tu as été en amour pour la première fois, comment ça a été? Ça a-tu été tough? Tu fallu que tu fightes ça? Comment ça s'est passé pour toi, cette découverte-là? Moi, c'est bizarre parce que moi, ça a pris du temps avant que je tombe en amour. Parce que je pense que c'est beaucoup le problème chez les guides de ma génération, peut-être moins les jeunes. C'est que on n'avait pas de compétences relationnelles parce qu'on n'a pas eu toute cette espèce de processus normal de développement à la sexualité, à l'adolescence. On est très, très, très frustrés. Fait qu'on arrive au début de l'âge adulte, puis là, tout d'un coup, fait qu'on se garoche comme des fous. Là. C'est comme si t'avais jamais mangé de ta vie. Là, tu sautes sur tout. C'est un buffet à volonté. Et à un moment donné, moi, la première fois où j'ai cru que j'étais en amour, j'étais dans une passion, là, mais sexuelle. Là, fait que je pensais que c'était ça, l'amour. T'avais quel âge? Là? J'avais 19 ans. OK. Là, t'étais-tu un petit peu mieux, là, tu sais, comme toi avec toi, là, tu sais, je sais que ça a été tough. C'est dur à dire, c'est dur à dire. OK. C'est dur à dire. Mais t'étais comédien, non, j'étais à l'école encore, là. Non, j'étais allé au cégep encore, là, arrête, là, mais moi, pas trop. À 19 ans. Mais là, j'ai eu une passion amoureuse, puis écoute, il y avait plus de lendemain, j'avais plus le goût d'aller à l'école. Ce qu'on voit dans les films, là, tu sais, là, qu'ils font l'amour toute la journée, puis qu'ils dorment plus, là, c'était ça, là, ce qu'on vivait, là. Ça, c'était la première fois que tu vivais ça avec quelqu'un. Ouais, j'avais vécu des relations avec les autres, mais rien d'amour, tu sais. Ouais. Puis c'était beaucoup plus tard où j'ai vécu des relations stables. OK. Ouais. Mais est-ce que tu t'es pas senti comme... ça t'a comme bloqué, ou mettons, lorsque tu avais vécu entre 11 et 15 ans, ça t'a complètement bloqué, puis là, t'en as souffert longtemps, ça... Quand la valve a ouvert, là, tu non, attends une minute. Là. Quand ça a ouvert, ça a sorti. Parti. Ouais. OK. On va te dire tout de suite. Puis à 16 ans, c'était fait. Puis let's go. Puis moi, quand j'ai eu 16 ans, puis ça n'a pas été long, à 16 ans, mes parents, ils le savaient. Puis mon frère, ma soeur le savaient. Puis c'était ça, là. Fait que c'était clair pour toi que tu étais homosexuel quand? Ben, c'est dur à dire. C'est clair quand est-ce que tu le sais que tu es hétéro. Ça arrive. Mais moi, j'ai toujours... attends, je vais te dire, parce que tu me dis la première fois que tu es tombé en amour. Je vais te dire la première fois que je suis tombé en amour. En secondaire 2. OK. Il y avait un jeune qui est arrivé d'une autre école. Il s'appelait Simon. J'étais en amour avec son nom, Simon. Mais tu sais, il l'a jamais su, là. Puis lui, il était fin avec moi parce qu'il arrivait d'une autre école. Fait qu'au début de l'année, il était super gentil. Après ça, il a jamais été pas fin avec moi, mais tu sais, après ça, il a pris ses distances parce que je t'ai rejeté.
Puis là, je les trouvais, tu sais, c'est la première fois que j'ai réalisé que c'est ça que j'avais besoin dans ma vie. J'avais besoin de cette attention-là, de cette... c'est là que j'ai fait, ah, OK, ouais, c'est ça. Mais c'était même pas sexuel, là. C'est ça n'a pas rapport avec c'est un gars ou une fille, c'est un type C'est cette espèce d'attention-là, masculine, qui me portait. Ouais. Puis, écoute, je t'en parle, puis j'ai encore c'est clair dans ma tête. Simon. Ouais. C'est clair dans ma tête. Ouais. C'est probablement là que j'ai compris que j'avais besoin de cet amour-là. Mais c'était pas sexuel, là, parce que... Ouais. Moi, ma sexualité est arrivée vraiment sur le tard. Ouais. Tu sais, j'étais pas... j'ai joué longtemps avec mes G.I. Joe. Ouais. Mais c'est ça, tu te sentais bien avec Simon. Ouais, c'est tout. Ça a été un repère de dire ça, ce feeling-là. Ben, c'était toute l'attention qui me portait. Parce que j'avais beaucoup d'attention des filles, moi. Ça, c'était naturel, c'était plus facile. Okay. Mais là, tout d'un coup, j'avais cette attention-là qui venait d'un garçon. Qui était... tu sais, il y a cette espèce de côté aussi de l'homme, de cette espèce de virilité-là, veut pas, là, cette énergie-là, plus in your face, là, plus direct. Ouais. Ça me plaisait. OK. Puis là, après ça, là, t'es-tu encore avec le même chum? Non. Là, je suis célibataire. Ah oui, OK. La vie vous intéresse. Oui, le numéro de téléphone dans le bas de l'écran, je Chuck, t'es trop jeune pour moi. Puis, oui, je le sais, Chuck, il m'avait. Je dis, Chuck, calme-toi, s'il vous plaît, fais ton job. Puis là, ça fait combien de temps que t'es célibataire, là? Depuis le mois de février. Ah, OK, c'est quand même assez récent. Ah ouais. OK. Puis, t'es-tu bien avec ça? Très bien. OK. Moi, je te dis, dans ma vie... moi, c'est parce que moi... La solitude, ça me pèse pas. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui disent, je suis pas capable d'être seul. Moi, j'en connais des gens, là, tu te dis, écoute, c'est comment qu'ils font, ils s'étourdissent. Ah non. Moi, je pourrais passer une semaine tout seul, puis je suis jamais tout seul. Ouais. Tu sais, je passe, comme l'été passé, j'ai été à Paris, je rencontre des gens, je suis jamais seul. Ouais. Puis quand je suis seul, je me sens même pas seul. Ouais. Je m'ennuie pas, j'ai pas de vide. J'ai pas de... C'est pas triste quand t'arrives chez vous pis t'es tout seul? Pas du tout. Okay. Au contraire. Dormir très bien. Seul, mais j'aime les gens, j'aime être avec les gens, mais je suis beaucoup avec le monde tout le temps. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand je me retire, je me dis, bon, enfin, c'est à moi, ça. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. C'est quasiment un break, là, un peu. Ouais. OK. Ouais. J'ai quelques questions aussi. Tu parles de bienveillance. Mm-hmm. Okay? Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes ça, puis ça me paraît très important pour toi. Explique-moi quelle est ta vision de la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, la bienveillance, je pense que ça va au-delà de l'empathie. C'est avant tout prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. OK. Oui, c'est ça. OK. C'est de pas faire pour les autres. D'accompagner les autres, mais pas faire pour eux autres. Pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire faire pour les autres? Ben, faire pour les autres. Exemple. Tu sais, supposons que toi, t'as des enfants, puis tu dis, bon, je vais faire ton lit, je vais te faire à manger, je vais te faire ci. Parce que je vais être bienveillant. Pour moi, c'est pas de la bienveillance, ça. La bienveillance, c'est accompagner quelqu'un dans son développement optimal. Je vais t'apprendre à faire ton lit. Je vais t'apprendre à cuisiner. Je vais t'apprendre. Là, je t'apprends. Là, je vais te rendre autonome. OK? C'est écouter l'autre, entendre l'autre. Parce que c'est pas tout écouter, il faut entendre. Moi, je le dis là, dans mon livre, là, c'est des besoins relationnels. Il faut être vu, reconnu, écouté et entendu. Si tu n'as pas ça, ben, tu vas tomber dans un autre langage à un moment donné, qui est la violence, qui est le mécontentement, qui est la colère. Parce que la colère, la violence, c'est un langage. C'est un langage pour dire que tu te sens pas reconnu, tu te sens pas important aux yeux des autres. Puis là, souvent, je dis, c'est dans une relation de couple, supposons que tu dis à ton conjoint ou ta conjointe, écoute, je me sens pas bien, j'aurais besoin que tu m'écoutes. Ben, plus d'être écouté là, que tu m'écoutes. J'aurais besoin d'être écouté. Puis tu n'as pas d'écoute. La première fois, 2, 3 fois, tu vas dire, bon, ça va être plutôt gentil, mais à un moment donné, si l'écoute n'est pas là, tu vas crier pour te faire voir, pour te faire entendre. Parce qu'on est des êtres qui avons besoin des autres, d'être du regard de l'autre. Fait que c'est ça la bienveillance aussi. C'est pas juste de dire, je vous écoute. Moi, maintenant, je le dis parce que j'ai rencontré beaucoup de ministres dans ma vie, et même des premiers ministres, puis ils me disent, Monsieur Roy, je vous écoute. Je suis ici pour vous écouter. Là, je leur dis maintenant, j'aimerais ça aussi que vous m'entendiez. Parce que t'écouter, ça veut rien dire. Puis comment ils reçoivent ça?
Ben, ça déstabilise beaucoup. Mais j'imagine. de plus en plus, d'ailleurs, l'autre fois, j'écoutais à la radio, je pense à Radio-Canada, où il y avait une psychologue qui disait « Arrêtez de dire au monde, je vous écoute. » Ça veut rien dire. C'est de montrer que tu as été entendu. Parce que, écoutez, j'écoute la télévision, c'est tant que ça. J'écoute la radio, j'écoute la musique. Est-ce que je reconnais ce que tu me dis? Est-ce que ça a une importance? C'est ça qui fait la différence. Ça, c'est la base de la bienveillance dont tu parles. Oui. OK. Si t'as pas ça, oublie ça. OK. C'est que t'amènes l'accompagnement. La bienveillance, ça veut aussi dire accompagner quelqu'un dans son développement optimal. De dire, toi, je t'aime tellement que je le ferai pas à ta place. Ouais. Je vais t'accompagner, par exemple. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais m'assurer que tu aies les compétences pour le faire. Bon, je vais être là tout au long du chemin. C'est pas pour moi, c'est de la bienveillance. Parce que la journée que je serai plus là, tu vas être capable de le faire sans moi. Alors ça, c'est de l'empathie. Ça va plus loin encore. OK. Si je t'ajoute la notion de respect, qu'est-ce que c'est pour toi le respect, puis en quoi ça se distingue de ta notion de bienveillance, ou ça complète? Ben, ça complète, moi, je te dirais le respect. Mais le respect, c'est aussi... Faut vraiment comprendre... Les gens, il faut qu'ils apprennent à comprendre ça. Là. Si, à un moment donné, je saute les plombs, parce que moi aussi, ça m'arrive, là, comme tout le monde. Pourquoi je les saute? C'est parce que tu m'écoutes pas. Tu me vois pas, tu me reconnais pas. Et ça, c'est pas du respect. Que tu dises ce que tu voudras. Si, à un moment donné, tu dis « je t'écoute », mais tu m'entends pas. Si, à un moment donné, tu dis « je te vois », mais tu me reconnais pas, ça me sert à rien d'être en relation avec toi. D'accord? Parce que puis d'ailleurs, dans la bienveillance, on le dit, là, faut que ce soit un échange d'égal à égal. Si tu as l'impression que l'autre se dit supérieur à toi ou tu as juste cette impression-là, c'est pas de la bienveillance. Faut que tu sois d'égal à égal dans l'échange. Même si tu es au travail puis que c'est ton supérieur, il faut que tu aies un échange véritable. Fait que c'est sûr que ça prend du respect. Mais le respect aussi, il faut avoir les compétences parce que le respect, pour bien des gens, ça dépend de la définition qu'ils en donnent. Puis souvent, dans les milieux, je le dis, moi, dans les approches collaboratives là, qu'il faut mettre en place, c'est d'avoir de mettre en place des valeurs communes, puis de revenir à ces valeurs-là quand il y a des problèmes. Parce qu'on va décider pour notre groupe quelles sont les valeurs qu'on met de l'avant. Et si ces valeurs-là sont pas honorées, on va juste se ramener à ces valeurs-là on s'est tous entendus autour de ces valeurs-là. Supérieurs comme employés, là. Donc, tout le monde s'est entendu c'est sur ces valeurs-là. Et c'est notre code de conduite. On revient toujours à ça. Fait qu'il y a plus de « je te punis ». Il y a « regarde, on s'est entendu là-dessus ». Maintenant, c'est pas ça qui arrive. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour revenir là-dessus? Ceux là, qui sont confortables en étant victimes, qu'est-ce que ça te fait, toi? Puis c'est quoi le problème avec ça? Puis c'est quoi les avantages, peut-être, ou inconvénients d'une position comme ça? Mais ça, Encore là, il faudrait définir c'est quoi les gens qui sont victimes. C'est vrai qu'il y a des gens, par conditionnement, qui vont souvent se mettre en position de victime parce que le cycle n'est pas brisé. Tu sais, comme moi, je peux te dire, j'ai déjà été victime. Mais je suis pas victime aujourd'hui. Je suis pas victime tout le temps. Ça peut m'arriver d'être victime d'une situation. Mais je pense que c'est des gens qui se sont encarcanés avec des comportements qui leur ont été utiles. Je reviens à ma psychanalyse que je te disais tout à l'heure. Tu es conscient que c'est très confrontant, là, ce que tu dis là? Ben, moi, je crois que c'est ça, mais j'ai le droit de me tromper. Je dis pas que tu te trompes. Il y a des gens qui ont le droit de pas avoir mon opinion. Comme... Moi, je te dis que à un moment donné, par expérience personnelle, quand tu as été conditionné à avoir des comportements, puis tu n'as pas pris le temps de regarder ça, d'analyser ça, puis de faire des changements importants, ben ça se peut que tu répètes juste l'exercice parce que tu as été conditionné à ça. On a juste à le regarder avec les animaux. Si tu frappes sur un chien, à un moment donné, tu viens pour le caresser, il va faire ça. T'sais, donc, il y a un conditionnement. C'est ce que le cerveau enregistre des trucs. Là. Fait qu'à un moment donné, ça prend un effort volontaire pour te sortir de ça. Et puis, je te dirais même, pour la même chose pour les agresseurs. Je veux dire, si Donald Trump est devenu Donald Trump, c'est que ça lui a servi tout au long de sa vie d'agir comme ça.
Parce que, surtout la psychanalyse, ce que dit la science, c'est que on ne conserve jamais un comportement qui nous nuit, qui n'ait pas été utile dans notre vie. Mm-hmm. OK? À un moment donné, le comportement peut nous nuire à l'âge adulte, mais généralement, quand il nous a été utile, plus jeune, et que là, il est plus utile, je sais pas moi, à 30 ans, mais qu'il nous a été utile longtemps, ben là, il faut avoir des stratégies pour s'en débarrasser. Parce que oui, ça se peut qu'avoir été victime ou jouer à la victime, ça t'a aidé à survivre. Donc, faut pas que tu vois ça non plus comme quelque chose de négatif. Ouais, mais, tu sais, là, juste ce que tu dis là, réalise-tu à quel point ça nécessite de l'éducation, le voir comme ça? Parce que ce que tu es en train de nommer, ça s'appelle le concept de responsabilité. Oui. Okay? Ça, là, tu sais qu'on n'est pas là. Ben, attends. Moi, à un moment donné, c'est très, très drôle. Parce que, tu sais, attends une minute, là. Ah ouais, vas-y. Toi, là, t'es quand même un exemple de plusieurs affaires. C'est-à-dire d'un gars qui a pris des décisions, un gars qui a fait face à lui-même, qui a pris les moyens pour, tu comprends? C'est non standard. Tu sais, on est là comme, ouais, mais j'ai pas tant de mérite parce que j'étais malade. Tu sais, à un moment donné, c'était comme, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça, mon cher. Okay. Non. Je veux dire, t'as tout le mérite du monde. Le nombre de personnes qui sont malades et qui vont pas bien, puis que ça va rester de même, je te le garantis que ça va... Dans 10 ans, c'est le même discours. Fait que c'est pas vrai que y a pas de choix. Il y en a. Il y en a des choix. Ah, il y a des choix. Moi, tu sais, à un moment donné, là, quand t'es rendu, supposons que moi, des gens, des gars ou des filles de mon âge, dans la cinquantaine, vont me dire, hey, moi, là, j'ai tellement de problèmes à cause de mes parents. Je dis, attends, wow. Juste là, ça, c'est une phrase très banale, ça. Tu peux dire, au début de ton âge adulte, j'ai des problèmes à cause de mes parents. Moi, j'ai eu des problèmes aussi à cause de l'éducation que j'ai eue de mes parents pour d'autres trucs. Mais là, à un moment donné, quand t'es rendu à 50 ans, tes parents sont plus là. T'as vécu plus sans eux qu'avec eux. Fait que le problème, c'est toi qui l'as fait vivre en toi. C'est toi qui l'as fait perdurer. Parce que oui, c'est vrai, tu peux dire, au début de l'âge adulte, j'ai eu des problèmes à cause de telle éducation que j'ai eue de mes parents, mais il y a eu... C'est rare qu'il y ait eu juste des affaires négatives. Là. Puis là, après ça, tu dis, ben là, qu'est-ce que je fais pour pas rester pogné dedans? Parce que là, c'est ta part de responsabilité. Parce que si tu dis, j'ai quitté mes parents à l'âge de 18-19 ans, mettons 20 ans. Je suis rendu à 50 ans. On s'entend que tu as vécu plus sans tes parents qu'avec tes parents. Fait que comment ça se fait que c'est encore vivant, tout ça? Ben, c'est ça la question. Puis fais ça vite parce qu'après 60 ans, c'est très difficile à changer. Ben, c'est pour ça que, tu sais, pour moi, là, c'est une grande mission que tu as, mais il faut que quelque chose kick à la base pour prendre quelque chose en main. C'est-à-dire une responsabilité qui est individuelle. Une auto-observation honnête envers soi-même puis de faire des choix. Puis c'est pas ça la culture actuelle. La tendance actuelle. Non, c'est mettre le blâme sur l'autre. Exactement. Ouais. Et donc, ça renforce la position de victimisation et donc ça alimente une position de confort où est-ce que tu peux juste faire ce que tu as à faire, comme d'habitude, et continuer à avoir une discussion à propos des autres. C'est une des zones les plus confortables pour les humains. Oui, parce que tu n'as pas de responsabilité. Exactement. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, faut que tu prennes ta part de responsabilité. Ouais. Prends-la, même si tu as l'impression que c'est injuste. Ouais. Dis-toi, bon, je vis un conflit ou je vis un échec ou je vis une rupture. Ouais. Ben, responsabilise-toi aussi. Ouais. Puis fais face à ta peine. Tu sais, moi, j'ai vécu une rupture cette année. Ouais. J'ai fait rapidement face à la peine, à la déception. Puis honnêtement, ça s'est bien passé. Ouais. Parce que si tu remets ça à demain parce que c'est souffrant, parce que c'est difficile, ça va traîner. Ouais. Fais-y face. Puis écoute, entoure-toi d'amis. T'as pas besoin d'aller voir des psychologues à chaque fois. Là. Juste à avoir des bons amis, puis des gens à qui tu vas parler. Puis ils sont capables de t'écouter. Puis aussi, fermer sa gueule. Je suis désolé, je vais t'apprendre une chose que j'ai appris en psychanalyse. Apprends à exprimer des difficultés, mais dans des temps limites. OK? Et parce que sinon, tu ne fais qu'envenimer le problème. OK? On parle maintenant de résonance du stress, de contagion émotionnelle, mais on peut s'auto-contaminer. Donc, je m'explique. Tu es en colère. Puis là, tu me dis, tu m'exprimes ta colère. OK?
OK. Je suis arrivé du travail, il m'a fait chier, blablabla. OK, Puis là, tu recommences, mais là, ça fait 3 heures que tu m'en parles. Là, arrête. Arrête. Puis moi, en psychanalyse, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle dit, quand tu es dans quelque chose de difficile, tu l'exprimes avec moi. On a un moment dans la semaine où on l'exprime, où on en parle. Puis après ça, tu fermes ta gueule. Elle l'a pas dit comme ça. Après ça, tu prends un temps d'arrêt. Parce que tu vas juste alimenter ça. Et tu vas t'auto-contaminer. Donc, faire sortir la peine, on est tous d'accord. Mais à un moment donné, donne-toi des limites. Là, j'ai un moment dans ma semaine où je vais parler de ma peine, je vais pleurer, je vais l'exprimer. Ça peut être 2-3 moments. Mais de le faire à tous les jours, c'est pas simple. C'est la même chose avec la colère, c'est la même chose. Puis regarde-toi, je suis certain parce que normalement, l'être humain il est un peu comme ça. Moi, je suis comme ça. Là, quand je suis en colère, là, j'appellerai tout le monde pour leur exprimer ma colère. Là, je répète, puis je répète, puis je répète. Puis plus je vieillis, plus j'apprends à me parler parce que ça fait juste me pomper. Mon stress augmente. Puis finalement, je suis pas en train de m'aider pas tout là-dedans. Là. C'est que ça, circonscrire les moments où on exprime ces émotions difficiles-là pour, après ça, mieux les gérer aussi. Parce que si tu es toujours envahi par l'émotion, tu seras plus capable de les réguler, tu seras plus capable de les... Parce que, comme je te disais, là, maintenant, on va plus loin que juste exprimer tes émotions, c'est gère-les. Puis ça, quand je parle des saines habitudes de vie émotionnelles, ça fait partie des saines habitudes de vie émotionnelles. De pas dire, ben là, je vis une émotion, j'ai vécu une rupture. Là, j'appelle tout le monde. Je vais appeler mes amis là, pendant une semaine, là, puis un après l'autre, je vais broyer. Appelle-en 1 ou 2, là, puis arrête. C'est quoi qui s'en vient pour toi au cours des 2 prochaines années? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Le monde. Mais pour vrai. Ah oui, le monde. OK, c'est que moi, ça, là, c'est que... Ben moi, je vois ça. Moi, je vois que ce qu'on est en train de mettre en place, tu vois, on s'en va en France, on s'en va présenter des formations qu'on a faites ici au Québec. On a des projets audacieux. Là, tu vois, on a sorti des projets de réalité virtuelle pour développer l'empathie chez les adolescents. On est en train de faire un modèle similaire pour les aînés, puis on va faire un modèle aussi en milieu de travail. Donc, comment démontrer... Parce que la réalité virtuelle, ça laisse des empreintes au cerveau. Donc, supposons que tu es plongé dans des situations par la suite, ton cerveau fait des liens, donc il peut résoudre des situations plus rapidement. On travaille aussi sur l'observatoire, on travaille... parce que j'ai tellement de projets. Mais c'est pas mal tout relié autour du core qui est le développement de la bienveillance et des stratégies. Des saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle. Moi, si dans les prochaines années, j'arrive à convaincre les gouvernements de mettre ça dans leur politique, quand on parle des saines habitudes de vie, que ça fasse partie du spectre des saines habitudes de vie, je vais avoir fait un grand pas pour la société. C'est ça ton objectif principal. Oh oui. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, mon cher. Merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment, j'espère que tu as eu du fun. J'ai eu beaucoup de fun à parler avec toi. Oui, moi aussi. Fait que, écoute, c'est là-dessus qu'on se laisse. Merci beaucoup. T'as pas des plugs à faire, là? C'est pas un spectacle d'Alexandre quelque part? Alexandre Bisaillon est en spectacle. Il était en spectacle le 30 novembre au Petit Medley. Oh yes, Alex. 30 novembre 2018, parce que ça va passer longtemps sur les réseaux sociaux. 30 novembre en 2018. Oui. C'est exactement 30 parce que l'année prochaine, ça va peut-être circuler encore, cette merveilleuse vidéo. Puis ils vont dire, hey, je vais me rendre voir Alexandre Bisaillon le 30 novembre. Tu fais comme si c'est l'année passée. C'est comme, bon, c'est 2018, cette année. Et partout au Québec. C'est ça qui est écrit. Aussi, nouveau Patreon. Je sais pas ce que j'ai à dire là-dessus. Ben, les gens peuvent donner. On va définir ça, d'après ce qu'on dit. Dans le fond, c'est une façon de faire de l'autofinancement, c'est ça? Oui, c'est du financement. Alors, on vous invite à donner pour ce podcast. Exactement. Alors, donnez des petits 5$ si t'es là. Oui. C'est ça. Il va y avoir plusieurs échelons, des petits trucs. Un café McDonald's à 1$, ben, vous le donnez là. Ou t'achètes un café, puis tu dis, tiens, ça coûte juste 1$, je vais donner une autre pièce de plus. Voilà. On peut le voir comme ça. Parce qu'en prix régulier, il est plus cher que ça. Exact.
Jasmin, où est-ce que on peut aller voir un petit peu ce que tu fais, tes travaux, etc. J'ai mon livre, Éloge de la bienveillance, cultiver les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, en vente chez Michel Lafon. Je donne des conférences également. Vous pouvez aller sur la fondationjosminroy.com pour tout savoir sur la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais maintenant. Donc, vous pouvez, il y a plein d'outils pédagogiques gratuits, il y a plein de ressources aussi, vous pouvez vous inscrire à des prix. Super. Ouais. Cool. Et tant qu'à moi, moi je fais beaucoup de formations, www.communicationpsychom.com. Je vais sortir aussi mon livre. Ah ouais? Ouais, Mécanismes de communication et d'interaction humaine, qui va sortir en mars probablement avec les éditions de l'Homme. Je suis super content. Fait que je suis là-dessus. Je suis en train de finir mon doctorat et d'écrire ça. Ah, il n'est pas fini? Non, je suis en train de le finir là. J'attends ma date de soutenance. Je suis là-dessus. Oui, je sais, là, ça vient perdre 100% de crédibilité. Bon. Le doctorat sur quoi? En neuropsychologie, j'ai construit 2 appareils ou 2 tests qui servent à mesurer la préconscience, c'est-à-dire quantifier des processus cognitifs préconscients, c'est-à-dire avant que la conscience prenne en charge le traitement de l'information. Fait que c'est sur l'inconscience, mais au niveau cognitif et mesurable. Fait que voilà. Il y a 2 articles scientifiques que j'ai terminé. Un est déjà publié. Vous pouvez aller checker ça sur Google Scholar. C'est sur la surfacilitation cognitive non consciente. Seigneur, faut que tu te définisses parce que là, rendu là, nous autres, on comprend. Oui, non, c'est ça, là, on s'en va dans des Choc, il est en convulsion, là. Merci Charles d'avoir été là comme d'habitude. Ah, c'est Charles ton nom. Oui, c'est Charles, Chuck. Voilà. Hey, à la prochaine. On se voit bientôt. Merci beaucoup, encore une fois. Merci.